Le soleil se couche sur La Rochelle. On est devant le Carré Amelot. Il y a une affiche 7e édition Terre et Lettres. Je suis avec... qui êtes-vous là? Pourquoi vous êtes là? Je suis là parce que je suis d'abord de La Rochelle. En plus, je connais bien les personnes qui s'occupent de Terre et Lettres. Et puis, c'est toujours intéressant. Terre et Lettres, c'est quoi? Terre et Lettres, c'est un petit festival. Vous rigolez parce que... Non mais c'est pas sérieux ça, on va être obligé de la refaire. Ah mais voilà, j'ai quelqu'un qui a l'air plus sérieux là. Hein. Non mais personne va me parler de Terre et Lettres alors. Et vous avez vu quoi alors? Alors moi j'ai vu hier soir, j'ai vu une projection qui s'appelle L'An 1. Et puis ce matin, je suis allée voir, ça c'était vachement bien ce matin. C'était un peu long à démarrer. C'était, alors attendez, je retrouve le titre, Sud au Nord. Nord au sud, c'est l'histoire de tous les grands travaux qu'ils ont entamés en Chine là, pour amener l'eau du sud au nord, avec tout ce que ça implique. Donc ça parle d'écologie. Vous êtes sensible à l'écologie? Ah oui. Mais pourquoi alors, que l'écologie comment? C'est quoi l'écologie? L'écologie pour moi c'est d'abord la lutte contre le gaspillage et faire attention, surtout le problème de l'eau, parce qu'en ce moment on est bien concerné par ça. C'est pas manger n'importe quoi, c'est pas être consommatrice à tout va. Voilà, il y a un petit peu tout ça à mon petit niveau. C'est un peu la nature aussi, non? Pas trop. Ouais. La nature, si, j'aime bien la nature, mais après, dans les endroits où la nature est encore vierge et elle n'a pas été encore abîmée, c'est de plus en plus difficile à trouver. Bon, pas La Rochelle en tout cas. On parle pour quelle radio là? Alors, mais c'est pour l'instant, voilà. C'est pas France Inter, c'est pas un temps de pochon, mais ça ressemble en fait. Alors Terre et Lettres, vous avez les organisateurs, les organisatrices, principalement qui sont au premier étage, là, elles vont vraiment bien vous expliquer ce que c'est que Terre et Lettres. Très bien. Donc voilà, on est rentré dans le Carré Amelot, j'ai pris ma place et alors on m'a dit que voilà, c'était Dominique, pour tout savoir sur Terre et Lettres, qu'il fallait interviewer. Alors Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique Agnel. Alors c'est vous qui organisez Terre et Lettres? Je suis pas seule pour organiser, je n'y arriverai pas toute seule. Nous sommes une quinzaine dans le groupe d'organisation. D'ailleurs, je ne suis plus présidente, nous avons un collège solidaire et chacun fait sa part, puisqu'on est inspiré par le Colibri, on est inspiré par Pierre Rabhi, donc chacun fait sa part dans cette organisation et c'est ça qui est formidable, on est tous solidaires. Bon, alors on reprend, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Terre et Lettres? Je vois, j'ai un prospectus, Terre et Lettres, 7e édition déjà. Ouais. Oui, c'est la 7e édition, c'est un concept assez original. Nous parlons d'écologie, nous parlons d'environnement à travers les livres, les films et surtout les acteurs locaux. 3 choses, donc sur chaque thème, on l'aborde sous 3 angles différents. Et cette idée de créer des couples auteurs-acteurs locaux est très importante pour nous, parce que souvent on dit dans l'écologie, évidemment, les idées, on en a envie tous que les choses changent, on a envie que le monde se porte mieux, etc. Mais souvent, on dit aussi comment faire concrètement, comment je peux faire dans mon quartier, dans ma famille, dans ma rue, dans ma ville, etc. Et ça, les acteurs locaux peuvent répondre à ça. On a les idées et on a les actes. Donc alors, si on regarde le programme, là, on est un peu à mi-parcours, on est samedi. Donc il y a des films, il y a des auteurs qui présentent leurs livres, il y a des conférences. Alors comment ça s'articule? Qu'est-ce qu'il fallait pas louper par exemple cette année? La conférence d'ouverture était vraiment tout à fait exemplaire de ce qu'on veut faire à Terre et Lettres, puisqu'on avait la place de la planète positive avec la journaliste Isabelle Lefort qui travaille avec Jacques Attali dans l'économie positive. Et on avait sur scène également les Colibris du pays rochelais qui, eux, et puis dans la salle, on avait Terre de Liens, on avait le collectif Transition citoyenne, etc., etc. Donc là, c'était vraiment l'exemple type du concept et de l'image de Terre et Lettres. Après, aujourd'hui et demain, on a pris une option un petit peu différente. On a placé le festival cette année sur le thème de l'écologie vue d'ailleurs. Voilà, sortir un petit peu de notre département et d'aller voir comment ça se passe. On est allé en Chine ce matin avec un film magnifique sur le déplacement des eaux du fleuve Yangtze du sud vers le nord. À l'instant, on va avoir une conférence de Mohamed Taleb intitulée « L'écologie vue du Sud ».
il nous parlera de la Palestine, il nous parlera du Burkina Faso, de l'Algérie, parce que là aussi, souvent on dit l'écologie c'est une préoccupation de riches, de pays nantis, pas du tout, bien sûr, au Burkina Faso. C'est la même écologie, en fait, l'écologie vue du Sud. Enfin bon, je vais essayer d'aller à la conférence pour comprendre, mais c'est vraiment une conception d'écologie très différente. Mais je ne sais pas parce que je n'ai pas encore écouté. Oui, mais c'est vrai. 5 minutes. Bon, on demandera peut-être à l'auteur alors à la fin. Et donc ça se clôture. Alors c'est toujours sur 3 jours, hein, sur un week-end long, et ça se clôture ce soir demain. Alors dis-nous un petit peu. Alors voilà, demain c'est la clôture avec un thème tout à fait passionnant et très très méconnu et très peu traité sur la nature face au crime organisé. Aujourd'hui, vous avez dans le monde un trafic considérable d'animaux sauvages, de tigres, de rhinocéros, etc. Une destruction systématique du monde vivant, du monde sauvage, et avec une totale impunité. Ce trafic des animaux sauvages et de la flore sauvage rapporte autant que le trafic de drogue, mais il n'est pas puni. Il n'est pas puni. Donc, c'est une journaliste du Monde, Marie-Béatrice Baudet, qui avec un certain nombre d'autres journalistes a fait une enquête de plusieurs mois, qui a été publiée dans Le Monde et qui est aujourd'hui résumée dans son livre, et qui essaie, à la suite de ces reportages, de faire modifier le droit au niveau international pour que ces crimes contre la nature et contre le monde sauvage soient pénalisés à leur juste mesure. Et je vois, il y a Le Cri du colibri, un roman qui quasiment clôture, qui est bien dans l'esprit. J'ai vu l'auteur d'ailleurs, je crois qu'il est là. Ouais. Il est arrivé, oui, Michel Hutt est arrivé, Le Cri du colibri. C'est un roman et ça aussi c'est quelque chose de nouveau cette année. En général on a surtout des essais. Mais là, on a 2 romans pour parler d'écologie, mais sur un ton différent, de manière différente, peut-être plus attirante que l'essai qui quelquefois est un peu rébarbatif, il faut bien le dire. Et là, on a eu un roman, Les Pilleurs de glace, sur la fonte de la banquise et les conséquences que ça peut avoir, mais sous forme d'une enquête policière. Et là, Le Cri du colibri, c'est pareil. Le but, c'est d'aller au-devant d'un public qui n'est pas conquis, qui lit des bouquins, qui a envie de lire des histoires, finalement. Mais le décor et l'environnement, la préoccupation de la préservation de la nature et de l'environnement. Alors Terre et Lettres, c'est quoi? C'est tous les ans. J'ai entendu que Terre et Lettres, il fallait faire des petits. C'est quoi cette histoire en exclusivité? Voilà, c'est complètement secret. Non, pour l'instant, c'est un rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Moi, j'adorerais que Terre et Lettres se multiplient et qu'il y en ait partout, dans toute la France. Voilà, on n'est pas propriétaire de l'idée, au contraire, on a envie de la partager, de la donner, que Terre et Lettres Bordeaux, Terre et Lettres Nantes, Terre et Lettres Paris, pourquoi pas un jour, Terre et Lettres Limoges, etc., etc. Oui, alors là, franchement, si ça se produisait, je serais la plus heureuse des femmes. Bon, et ben on va te souhaiter plein de petits pour Terre et Lettres. Et puis on va aller voir cette conférence. Alors comment il s'appelle-t-il déjà? Mohamed Taleb, et il est algérien. Donc on va voir un regard complètement différent de notre écologie. L'écologie vue du Sud. Et c'est par où alors l'écologie vue? Ah, c'est juste là. Bon, on y va. Merci Dominique. Alors, si on veut essayer de visualiser comme ça des différences générales, avant d'aller dans des exemples, les 2 grandes différences entre l'écologie du Nord et l'écologie du Sud. Alors, quand je dis donc l'écologie du Nord et du Sud, c'est vraiment au sens général. Tout dans le Nord ne se réduit pas à l'écologie du Nord et tout dans le Sud ne se réduit pas à l'écologie du Sud. Donc il faudrait avoir le temps de mettre les nuances, il y a énormément de contre-exemples, etc. Il n'empêche que les grandes différences, c'est qu'au Sud, l'écologie, c'est d'abord une question de classe sociale qui est celle des classes sociales les plus malmenées par l'économie libérale. Il s'agit donc là, c'est vraiment une différence de classe. Là, un détour par Marx, il est absolument utile. On a une différence de classe entre l'écologie du Nord et l'écologie du Sud. Au Sud, que ce soit en Inde ou au Brésil, c'est les sans-terre, c'est les dépossédés, c'est les intouchables, c'est les couches les plus fragiles
des couches sociales les plus fragiles de la société. Au nord, massivement, l'écologie, c'est l'apanage des classes moyennes aisées qui ont en partie résolu la question alimentaire et la question de la vie matérielle et qui veulent donner une sorte de supplément d'âme, comme on dit parfois, à leur mode de vie. Deuxième différence qui est importante entre l'écologie du Sud et du Nord, c'est qu'au Nord, la dimension technoscientifique est fondamentale dans l'écologie. Je ne parle pas des petits milieux activistes, écologistes, là, je parle de ce qui domine à l'échelle de la société. C'est la domination de l'instance techno-économique, techno-scientifique, à la fois dans la compréhension de la crise écologique, mais aussi dans la compréhension des solutions. Vous avez vu avec la COP21, qui est une grande expression de cette écologie vue du Nord, l'essentiel des intervenants, ce sont des experts. Et le rôle de l'expert scientifique est majeur dans l'écologie vue du Nord. Dans les dynamiques du Sud, bien sûr que cette dimension scientifique elle est importante, mais vous avez également la place du griot, si vous êtes en Afrique noire, du medicine man ou du chaman, si vous êtes en Amazonie ou bien dans certaines régions de l'Inde, dans le Kerala ou ailleurs. Il y a une dimension culturelle et spirituelle fondamentale dans l'écologie du Sud, qui est en général absente de l'écologie du Nord, où au Nord, c'est vraiment la dimension technoscientifique qui prime. Ça, ce sont pour moi deux différences majeures, différence de classe d'un côté, et différence quant à la présence de la dimension culturelle, et donc du rôle de l'imaginaire dans la façon de se représenter le monde. Et ce n'est pas simplement des mots, ces différences-là nord-sud, parce que ça impacte également la façon de vivre les crises environnementales, ça impacte sur la façon dont on se représente même l'environnement. Et je prendrai un exemple hein, pour commencer, qui dit bien une différence nord-sud. Quand, par exemple, au nord, on parle d'écologie, c'est souvent, pas uniquement, mais c'est souvent en lien avec une approche qu'on appelle, en sciences de l'éducation et en philosophie de l'environnement, qu'on appelle une approche ressourciste, avec le mot ressources. C'est-à-dire que l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est un stock de matière, ce sont des ressources. Jusqu'à présent, on les a mal gérées, d'où la crise environnementale dans laquelle nous sommes, mais avec le développement durable, on va bien les gérer, ces ressources. On est dans le même paradigme, qu'on gère bien ou qu'on gère mal, on est dans la même représentation de l'environnement comme état de ressources. Il ne peut pas y avoir de parenté sensible avec des ressources. Il ne peut pas y avoir de créativité culturelle avec des ressources, encore moins de relations spirituelles avec des ressources. Alors que, par exemple, en Inde, mais c'est la même chose dans d'autres contrées, lorsqu'on regarde les grandes batailles écologiques menées donc, par les couches les plus fragiles de la société, et lorsqu'on décortique les arguments utilisés dans leur militance, on s'aperçoit que la dimension ressourciste, elle est là, mais elle n'est pas centrale. Et je prendrai un exemple, si vous avez entendu parler d'un groupe de population qu'on appelle les Adivasis. Les Adivasis, ce sont les peuples autochtones de l'Inde. C'est quand même un groupe de 100 millions d'habitants en Inde. Et les Adivasis sont au cœur des batailles écologiques dans ce pays-là. Et ils s'opposent notamment aux multinationales de l'extraction, qui vont extraire de la forêt et des montagnes les minerais dont on a besoin pour, etc., les objets de la technologie occidentale et du monde. Et lorsque les Adivasis s'opposent à ces multinationales, ce n'est pas d'abord pour des raisons naturalistes. Ce n'est pas une question de faune, de flore, de climat ou de protection et de conservation de la nature. C'est d'abord parce qu'il y a une déesse qui habite dans la forêt. Et que l'entreprise qui va extraire le minerai de la forêt et de la montagne va faire